vous dire effectivement qu'au nom de Monsieur le vice-recteur et Madame la ministre, qui ont souhaité l'organisation en fait de cette séance dans la droite ligne de la réforme du collège et fondamentalement de sa formalisation au travers de ce LSU et de ce DNB, mais pas que. Vous dire que on est très content de vous accueillir et sans plus tarder, je vais laisser l'introduction à Monsieur le vice-recteur. Bonjour chers collègues, nous allons donner concerne l'ensemble des élèves et donc l'ensemble des établissements. Bon, vous le savez, ce point était à l'ordre du jour pour ce qui concerne l'enseignement public du séminaire. Le séminaire a été repoussé. Il se trouve qu'avec Madame la ministre de la Polynésie, nous avons reçu en concertation des organisations syndicales qui nous ont posé le problème de l'urgence de cette information. Voilà. Et donc c'est pour ça que nous avons choisi de ne pas attendre le prochain séminaire et de provoquer cette réunion avant. Donc ce travail porte naturellement sur le nouveau DNB et sur le livret scolaire unique. Je vais me permettre de faire un petit retour en arrière, et donc pour montrer qu'il y a de la continuité dans une politique, et donc de vous reciter un passage de la loi de la refondation de l'école du 8 juillet 2013. Voilà. Je vous le lis parce qu'il permet de donner du sens à ce qui se passe aujourd'hui. Et parfois on oublie que ce que l'on met en œuvre sur une année relève finalement de ce qui a été décidé auparavant. Donc je vous lis ce passage, qui est dans la loi. Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation sanction à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. En tout état de cause, l'évaluation doit permettre de mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des compétences, ainsi que la progression de l'élève. Et c'est l'enjeu fondamental de ce livret, évidemment du DNB en termes d'évaluation, mais de ce livret. Bon, vous le savez, dans le cadre de la réforme du collège, l'évaluation est bien au carrefour de la mise en œuvre des nouveaux programmes. Et vous êtes bien placé pour savoir que c'est lourd à mettre en œuvre et qu'il faudra du temps pour que les équipes se l'approprient. Donc des nouveaux programmes, du nouveau socle commun de connaissances, compétences et culture, et des nouvelles modalités d'attribution du DNB. Il y a donc évidemment un continuum dans l'ensemble de la réforme du collège, et l'évaluation en fait partie. Nous allons enfin disposer de ce qui était réclamé depuis plusieurs années, d'un livret unique qui rendra compte de l'évolution des acquis et qui sera un véritable instrument de liaison entre les enseignants et les parents. Même si techniquement, on en reparlera tout à l'heure, les choses vont évoluer, et ne sont pas complètement aujourd'hui à même d'être livrées, il reste que c'est ce qui va se passer. L'unicité de ce livret garantira une continuité et surtout une homogénéité des informations à destination des équipes, notamment lorsque l'élève change d'établissement. Vous savez que la mise en place du socle a posé ce problème. C'est-à-dire que les différents outils qui étaient utilisés par les différents établissements, par les différents départements, par les différentes académies, posaient le problème de cette unicité et posaient le problème de la transmission des informations, pas simplement entre l'école et le collège, mais aussi entre les collèges entre eux. Voilà. Donc ce livret doit en partie répondre à cette problématique et surtout posera le problème finalement d'un regard commun de l'ensemble des enseignants, et c'est tout l'enjeu de la présentation qui vous sera faite, par rapport au renseignement de ce livret sur les différents items. Bien entendu, l'évaluation est au cœur de cela, et donc on va changer le sens de l'évaluation, mais l'évaluation renvoie à des pratiques pédagogiques. Et c'est bien l'enjeu de la réforme du collège. C'est-à-dire que l'évaluation ne pourra bouger que si elle se met au regard de l'évolution des pratiques pédagogiques des enseignants. Et c'est ça l'enjeu fondamental de cette réforme. Il ne s'agit pas simplement de bouger l'évaluation, il s'agit de prendre en compte une nouvelle évaluation au regard de nouvelles pratiques pédagogiques. Ce qui veut dire, par définition, je l'ai souvent dit, qu'il faudra un peu de temps. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain. C'est un continuum. Mais c'est un continuum que l'on démarre aujourd'hui et pour lequel il ne nous faut pas louper la mise en place dès le départ. On a trop connu de difficultés où l'accompagnement des réformes n'a pas été assez fort au départ
Et donc, il y a un enjeu fondamental pour nous. C'est pour ça que nous souhaitons vraiment accompagner, quand je dis nous, c'est la ministre de l'Éducation, nous souhaitons vraiment accompagner cette mise en œuvre des aspects d'information et de formation qui vous seront donnés tout à l'heure. Et évidemment, pour ce qui vous concerne, nous souhaitons que vous puissiez réfléchir avec vos équipes, dans le cadre du conseil pédagogique, mais dans d'autres cadres aussi, dans les conseils d'enseignement aussi, à ces nouvelles modalités, donc à ces nouvelles pratiques pédagogiques et de mise en œuvre pédagogique, avant de s'intéresser à la technique. Il ne s'agit pas, aujourd'hui, de se poser pour le moment le problème de la technique. On va en parler. Mais la technique, je vous rappelle, elle est au service d'une politique pédagogique. Et c'est d'abord de la mise en œuvre pédagogique dont il faut parler. C'est le sens essentiel de l'intervention qui sera faite aujourd'hui. Le nouveau DNB, donc bien évidemment, il bouge dès cette année, ce qui veut dire qu'il y a nécessité que les équipes puissent non seulement bien posséder et maîtriser les informations, mais qu'il y a besoin aussi qu'elles puissent travailler les compétences attendues. Ce brevet, il est beaucoup plus complet, il comprend une évaluation contrôle continu et un examen final comme ce qui existait avant, mais qui fait intervenir davantage de disciplines. Il est beaucoup plus large en termes de champ. Une nouveauté importante est l'introduction d'une épreuve orale qui manquait cruellement et que tout le monde réclamait au niveau de l'ensemble des partenaires. Donc une partie orale qui portera sur les projets menés dans le cadre des EPI, des enseignements pratiques interdisciplinaires. Le grand changement concernera aussi le contrôle continu, qui portera beaucoup plus sur des compétences que sur les disciplines en tant que telles qu'elles étaient formalisées aujourd'hui. Nous avons un enjeu important en Polynésie, vous le savez. Vous avez vu que le passage de Mme Belkacem en Polynésie a été remarqué et remarquable, qu'elle est sortie séduite par ce qui se fait en Polynésie. Je vous le dis, vu de Paris, c'est pas évident de pouvoir constater que des réformes voulues rue de Grenelle, eh bien, à 20 000 km, ont du sens sur des atolls des Tuamotu et où elle a pu voir que les mesures de la réforme du collège étaient mises en œuvre. Elle a naturellement été aussi séduite par l'accueil public. Et je vous le dis parce que, évidemment, elle a eu beaucoup d'horaires d'accueil dans tous les établissements, et donc elle a été très impressionnée par cette manière d'intervenir oralement, et souvent par des effets très jeunes. Mais de manière paradoxale, vous le savez mieux que moi, la prise de parole par les enfants polynésiens, elle est très difficile. Autrement dit, nous avons d'un côté et l'horaire, mais qui, au bout du bout, concerne que quelques élèves, et de l'autre côté, une majorité d'élèves qui restent muets, en tout cas qui ont peu de confiance en eux pour suffisamment prendre la parole. Voilà. Je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, un problème de confiance. Et donc l'épreuve orale au DNB ne sera pas évidente pour eux. Et il va falloir les préparer. Je pense qu'ils vont dans une situation délicate. Ici, plus qu'ailleurs. Donc il va falloir que vous puissiez, avec les enseignants, évidemment, les mettre en situation de simulation, en situation réelle, avant qu'ils fassent face aux pratiques évaluatives. Voilà. Donc vous le voyez, l'évaluation, elle est bien au cœur de cette matinée. Je voulais remercier l'ensemble des IAIPR qui ont participé à cette animation et qui vont intervenir tout à l'heure, tant sur le livret que sur le DNB. C'est Vincent Ricomé, IAIPR de mathématiques, qui dorénavant a en charge l'organisation du DNB, Yvette Tomasini ayant souhaité passer un petit peu le relais. Et donc c'est lui qui interviendra et qui sera votre interlocuteur. Dans le même temps, je le redis, nous souhaitons aussi que tout cela se mette en place de manière progressive. Voilà. Il ne s'agit pas de vouloir absolument aller trop vite. Et c'est le risque toujours quand on a un outil technique. Il faut prendre le temps de s'approprier les raisons de la mise en œuvre de cet outil technique. Voilà.
Évidemment, au cœur, il y aura aussi les relations avec les familles. Et donc, l'outil va évoluer pour qu'on puisse au mieux faire en sorte que les familles suivent l'évolution des résultats de leurs élèves. Et tout cela vous sera présenté tout à l'heure. Voilà, je voulais vous remercier, vous dire aussi que naturellement sont concernés les IEN, qui eux-mêmes ont eu une animation dans le cadre de la DG2E, et qu'il y a ce continuum, notamment à travers le cycle 3, puisque le livret concerne l'interdegré aussi. Voilà, merci beaucoup et bons travaux, et surtout bon courage avec vos équipes. Je pense que les équipes sont... Voilà, je côtoie quelques enseignants, et je pense que beaucoup d'entre eux ont besoin d'informations. Voilà. Donc il faut qu'on puisse profiter de cette matinée pour poser le plus de questions. Comme l'a dit M. Dezouche, évidemment, nous n'avons pas pu faire déplacer l'ensemble des collègues des archipels qui vont revenir dans peu de temps pour le séminaire, mais à travers vos questions, puisque tout cela sera enregistré par les services de la DIN, ils auront... Il n'y a aucune raison que la question posée par quelqu'un des marquis soit différente de la question que vous allez poser ici. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut que vous abusiez des questions pour que l'ensemble des collègues puissent se satisfaire des réponses qui seront faites. Voilà, merci beaucoup et bon courage. Après la présentation, le discours de Monsieur le vice-recteur, quelques mots au nom de la ministre. Rappeler effectivement que la politique de la ministre qui souhaite, donc vous le savez, une école ouverte, performante et ambitieuse, et qu'elle a souhaité la fin de l'orientation post-5e et l'installation, bien sûr, de la réforme du collège et des nouveaux programmes. D'ailleurs, à ce titre, les uns et les autres, ainsi que les collègues inspecteurs de l'ensemble des corps d'inspection, je voulais vous remercier sur votre contribution, votre très large contribution à l'installation des journées J1, J2, J3 et J4. Que ça soit d'ailleurs à la fois dans les réseaux publics et dans les réseaux privés. Vous dire qu'effectivement, Madame la Ministre, pour accompagner cela, a souhaité également proposer 4 demi-journées, que l'on a appelées J5 et J6, qui permettront effectivement l'installation, en particulier au niveau de ce cycle 3 de la liaison interdegré. Effectivement, cette réunion est d'importance, comme l'a rappelé Monsieur le vice-recteur, très justement, à la fois autour de 2 enjeux qui me semblent importants, quelque part, de commenter. Le parcours et le suivi des élèves. Effectivement, vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, à 64% de réussite au niveau du brevet, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là. Il y a 2 éléments majeurs. La première question, c'est la question sur la lutte contre le décrochage scolaire. Et l'autre élément qui est important à prendre en compte, c'est la question, comme ça a été dit, du lien avec les familles. Et ce livret scolaire unique permet quelque part d'allier à la fois ce parcours et ce suivi, d'où l'importance de son aspect qualitatif. L'autre élément fondamental, c'est effectivement la liaison avec les parents d'élèves. Et vous le savez comme moi, il n'y a pas de coéducation sans liaison avec les parents d'élèves. Cela veut donc dire que le deuxième aspect qualitatif sera sûrement autour de cet enjeu-là. Comment expliquer de manière les familles au sein des établissements du CP jusqu'à la 3e. L'autre élément qui a été précisé, c'est effectivement la question de l'évaluation. Donc autour de l'évaluation, avec les corps d'inspection, cet enjeu est majeur puisque vous le savez comme moi, c'est ce qui permet à l'élève d'avoir une évaluation positive et de savoir là où il en est et ce qu'il doit quelque part combler pour aller là où on attend des compétences. Ce qui me permet de faire le lien avec le brevet des collèges, où effectivement 400 points seront répartis sur les 8 champs de compétences et qu'il y aura 80 points attribués pour 50 points attribués pour chacune des compétences, à multiplier par 8, ça fait donc 400 points. Il y a donc là aussi un enjeu majeur sur la manière dont on complétera, dont on validera les compétences. Et je crois que, et c'est le souhait de la ministre,
que cette réforme, mais comme c'est voulu aussi par le ministère de l'Éducation nationale, soit bien une réforme pédagogique. Et ça veut donc dire que les outils au service de sa pédagogie doivent être complétés, doivent être investis de manière qualitative et non pas de manière mécanique. Ce qui demande, pour les chefs d'établissement, un enjeu majeur au niveau du pilotage, que les instances soient utilisées, que les conseils écoles-collèges soient utilisés, que les conseils pédagogiques soient investis, car il n'y aura pas, comme ça a été dit également, de réussite de cette réforme si les enseignants n'en sont pas convaincus. Bien vous aider, mais vous aussi, vous devez vous investir pleinement dans la mise en place pédagogique de cette réforme. Le contrôle l'élève d'être dans une position de réussite et de vouloir aller toujours plus loin. Là aussi, cette école bienveillante, appelée de ses voeux par Madame la Ministre, est quelque chose qui doit, j'allais dire, transpirer au sein de la mise en place de ce LSU et de ce brevet des collèges dans vos établissements. On doit être dans une dynamique d'encouragement des élèves, d'investir ces outils, et encore une fois, ce n'est pas l'aspect technique qui compte, puisqu'on sait bien que précédemment, c'est quelque part le reproche que l'on peut tous se faire, si on est dans une dynamique collective, c'est que parfois, nous avons validé des compétences en fin d'année scolaire, quelque part parce que les échéances aujourd'hui. Elle est bien comment donner du sens à cet outil-là au service de la pédagogie et bien sûr de l'installation des programmes. Il ne faudra pas que vous oubliez que le LSU, c'est bien du CP jusqu'à la 3e. On est bien, encore une fois, sur une dynamique de parcours. On est bien sur l'installation du cycle 3. Nous n'aurons donc plus, j'allais dire, d'excuses, bonnes ou mauvaises, c'est même pas la question, pour ne pas travailler avec l'école élémentaire. Et je sais que c'est fait, et je sais que ça doit encore être développé, renforcé, en particulier sur l'aspect pédagogique, et tout cela au service des élèves, et bien entendu, encore une fois, pour éviter les déscolarisations au cours du collège, voire en élémentaire, et pour permettre aux élèves polynésiens d'avoir un diplôme. Je le rappelle que le sens ici du DNB est extrêmement important. C'est le premier diplôme. Donc il a tout un sens. Eh bien, donnons du sens à ce sens en mettant la pédagogie au cœur de nos actions. Je vous remercie encore les uns et les autres, que ce soit les inspecteurs, les chefs d'établissement et bien évidemment monsieur le vice-recteur, d'œuvrer pour la réussite de nos élèves polynésiens. Merci à vous. Bien, monsieur le vice-recteur, monsieur le directeur, chers collègues, nous allons effectivement débattre ce matin d'un sujet assez délicat, et délicat en tout cas pour les enseignants. Je pense pour ma part qu'il n'y a rien de plus difficile que d'évaluer des élèves. C'est vrai que nous avons, lorsque nous avons présenté la réforme du collège, lors des journées J1 et J2 et J3, J4 au cours de l'année précédente, nous avons essentiellement insisté sur le fait de modifier les pratiques dans les classes. Il nous semble également maintenant important de modifier les pratiques d'évaluation. Ça va de pair. Alors, mon intervention se fera en plusieurs étapes. Je vais d'abord dire quelques mots sur les enjeux de ce livret scolaire unique, préciser aspects techniques qui peuvent se poser, notamment pour les questions peut-être un peu plus délicates liées à l'import et au transfert de bases de données via l'application.
J'ai préparé une petite foire aux questions. Ce sont les questions qu'on a rencontrées le plus souvent dans les présentations de ce LSU en métropole, que ce soit là le début d'échanger sur l'utilisation de ce livret. Voilà, et puis on consacrera une dernière partie donc aux échanges avant de passer la parole à mon collègue qui présentera les principes fondamentaux du DNB. Bon, modifier les pratiques d'évaluation, c'est ce qui a déjà été dit dans le discours introductif de M. le recteur et puis du directeur. Ce n'est pas simple. L'idée est aussi de simplifier, en tout cas, les modalités qui existaient jusqu'à présent, de diminuer les nombreux items qui figuraient dans pas mal de livrets scolaires, de simplifier, en tout cas, le livret, le LPC qui était utilisé jusqu'à présent, dont son utilisation n'a pas convaincu les principaux utilisateurs et notamment les professeurs. De modifier aussi un certain nombre de dispositifs comme l'évaluation du B2I qui disparaît. Alors, il entièrement, puisque à une époque où on veut mettre en valeur le numérique et les apports de numérique, en tout cas, il prendra une autre forme. Le référentiel des compétences dans le domaine du numérique sont encore en cours d'écriture et le livret scolaire présentera en tout cas la possibilité d'attester des compétences dans ce domaine. Alors, les enjeux. Les enjeux, monsieur le vice-recteur l'a dit il y a quelques minutes, nous allons décider avec mes collègues, lorsque nous avons discuté un peu de ce livret scolaire, de faire une entrée par l'évaluation et non pas de mettre l'outil en avant. Voilà. Comme indiqué dans la loi sur la refondation de l'école, il s'agit de mettre en place des modalités d'évaluation qui privilégient l'évaluation constructive, simple et lisible pour les professeurs, mais également pour les familles, et qui soutient et encourage la motivation et initiative des élèves. Je vois essentiellement 4 objectifs dans ce livret scolaire. Le premier, c'est d'assurer le suivi sans aucune rupture du cours préparatoire à la 3e, donc toute la scolarité obligatoire, des progrès, des acquis, mais également des éventuelles difficultés que peuvent ressentir les élèves au cours de leur scolarité, et en prenant compte, bien entendu, des différents changements que peuvent connaître l'élève au cours de sa scolarité, essentiellement les changements d'établissement et peut-être même plus d'académie, ce qui est en tout cas le cas pour bon nombre d'élèves en Polynésie qui quittent le territoire. De disposer de traces des points du programme. Ça, c'est une grande nouveauté de ce livret scolaire, puisque non seulement il évaluera les acquis des élèves, mais il permettra de garder une trace de tous les éléments du programme qui ont été travaillés, et d'une année à l'autre. Le troisième objectif, c'est un outil de communication avec les familles, et on aimerait que cet outil soit le plus simple possible, et compréhensible. Il permettra également de communiquer, puisque lorsque je vous donnerai quelques captures d'écran, vous verrez qu'il y a la possibilité de communiquer. Et enfin, bien sûr, c'est un livret scolaire unique numérique. Bon, on a supprimé le N au cours du mois de juillet, je n'en connais pas trop la raison, je pense que je l'interprète de la façon suivante, je pense que l'aspect le plus important de ce livret, c'est son caractère unique et peut-être pas numérique. Bon, l'aspect numérique permettra justement de garder et de conserver des traces plus facilement des acquis et des résultats des années passées, ce que ne le permettaient pas des outils traditionnels. Alors, les principales étapes, bon, ça a été également rappelé par le vice-recteur dans son discours d'entrée. Tout a commencé par la loi de refondation de l'école, qui précise et qui donne des objectifs sur l'évaluation, mais qui fixe aussi le cadre de travail des conseils supérieurs des programmes, qui a également travaillé sur une réécriture du socle commun. Bon. Ces nouveaux programmes,
quand même quelques mots sur ces nouveaux programmes parce que les pratiques d'enseignement et d'évaluation reposent sur l'écriture, la nouvelle écriture de ces programmes qui sont cyclés et soclés. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est le principe. Ces nouveaux programmes qui sont découpés en domaines à travailler, et chacun de ces domaines, dans toutes les disciplines, et dans chacun de ces domaines, des thèmes à travailler au cours du cycle. Des repères de progressivité permettent aux enseignants, et je dirais même aux équipes, de construire une progression sur les 3 années d'un même cycle. L'idée étant de mettre également en place, et là en commun, des progressions dites spiralaires, contrairement aux progressions avec empilement des connaissances et des items travaillés, dans le but d'engager l'élève dans une dynamique qui lui permet de revenir sur différents aspects du programme et sous différents contextes. C'est ça qui est également important, en jouant sur la complexité de ces contextes au cours des 3 années du cycle. Et enfin, le dernier point, le diplôme national du brevet, dont je ne dirai pas davantage de mots, puisqu'il y a une deuxième partie de la matinée qui sera consacrée à ce DNB. Alors, concrètement, qu'y a-t-il dans ce livret scolaire? Il y a les bilans périodiques de l'évolution des acquis, des bilans de fin de cycle, donc pour ce qui nous intéresse, nous, là, ce matin, des bilans de fin de cycle 3. Vous voyez qu'il y aura également une petite difficulté quant à l'évaluation des attendus de fin de cycle 3, puisqu'il faudra tenir compte des travaux qui ont été engagés lors des classes de CM1 et de CM2. La conservation des informations sur les apprentissages et puis l'outil de communication dont j'ai déjà parlé. Alors, plus précisément, la périodicité. Alors, par défaut, c'est trimestriel ou semestriel, mais vous savez que, vous verrez dans les quelques captures d'écran que je vais vous proposer dans un instant, que vous aurez la possibilité de personnaliser ces périodicités d'évaluation. Bon. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une personnalisation unique pour l'ensemble des classes du collège, puisque pour chaque classe, vous pouvez modifier les périodes des bilans périodiques. Bon. Je ne sais pas si ça se fera, mais bon, on verra ça dans les copies d'écran plus tard. Ces bilans périodiques informent également les parents sur les principaux éléments sur lesquels les élèves ont travaillé durant la période. Ça, c'est intéressant, non seulement pour les parents, mais également pour les enseignants, et pour les enseignants d'une année à l'autre. Une évaluation dans chaque matière des objectifs d'apprentissage sous 4 niveaux. Un peu à l'image de l'évaluation qui est déjà engagée depuis quelques années à l'école primaire, puisqu'on évaluera les 4 niveaux étant non atteints, partiellement atteints, atteints ou dépassés. Bon, ça ressemble fortement aux évaluations des 4 degrés de maîtrise du socle. Une évaluation, un positionnement par note, on laisse la possibilité aux établissements de conserver cette évaluation par note s'ils le désirent, ou alors par échelle. Ce qui est imposé, c'est le nombre maximal d'échelles dans ce positionnement, c'est de 4. Alors, soit vous les contextualisez, soit il y a possibilité de les noter de 1 à 4. Bon, il y a plusieurs possibilités. Les deuxièmes types de bilans, ce sont les bilans de cycle, donc fin de 6e et fin de 3e pour nous, qui portent sur les 8 champs d'apprentissage. Alors, il y a effectivement plusieurs écritures possibles de ce socle. Il ne me semblerait pas tout à fait inutile de faire relire ces 8 champs d'apprentissage aux enseignants. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient tous connaissance, mais en tout cas du contenu.
Alors en fait, il y a plusieurs vocabulaires possibles. Alors j'espère que ça ne prêtera pas à confusion, il n'y aura pas de confusion possible chez les enseignants, puisqu'il n'y a que 5 domaines du socle déclinés en 8 champs d'apprentissage. Tout simplement, c'est que le premier domaine qui concerne les langages se décline en 4 sous-domaines, qui est en fait c'est le seul domaine qui est vraiment dont la déclinaison est clairement explicitée, hein, en langue française, langues étrangères, les langues mathématiques, scientifiques et informatiques. Ça, c'était quand même une grande nouveauté. On ne l'a peut-être pas suffisamment parlé au cours de la présentation des nouveaux programmes, mais c'est une compétence nouvelle dans les programmes qui existent déjà dans les compétences à travailler à l'école. Le langage des arts et du corps, et les 4 domaines suivants, méthodes et outils pour apprendre, la formation du citoyen et de la personne, les systèmes naturels et systèmes techniques, et la représentation du monde. Les documents de présentation édités par la DGESCO sur ce nouveau socle précisent un peu davantage le contenu de chacun de ces 8 champs d'apprentissage. Et pour évaluer ces domaines du socle commun, ils le seront avec des indicateurs très simples, avec 4 degrés de maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne, la maîtrise de la compétence étant acquise à partir du niveau 3, bien entendu. Bon, voilà pour les principes, et puis ce qui sera, pas les principes, mais en tout cas ce qui figurera, ce qui sera à renseigner dans ce livret scolaire. Alors, quelles sont les différentes actions à effectuer par les différents acteurs qui auront à manipuler ce livret? Les chefs d'établissement et les directeurs auront tout d'abord à paramétrer l'application. Paramétrage, on le verra dans un instant, consiste à préciser le positionnement utilisé dans chacune des classes, avec note, sans note, positionnement de 1 à 4, de préciser la périodicité des périodes des bilans intermédiaires, d'effectuer les imports et transferts des applications privées s'ils continuent de les utiliser, de s'assurer effectivement que le livret scolaire est complet, notamment lorsque l'élève quitte l'établissement ou change de cycle. On verra les obligations dans un instant. De vérifier les données et de les verrouiller. C'est à lui que reviendra la tâche de verrouiller les différentes saisies. Les enseignants du premier degré et du second degré saisiront, nous l'avons vu précédemment, les acquis des élèves, les principaux éléments qui sont travaillés, les appréciations données à chacun des élèves, le positionnement selon le positionnement choisi par l'établissement, mais également évaluera les parcours et les dispositifs tels que enseignement pratique interdisciplinaire et accompagnement personnalisé. On voit déjà ici la difficulté ou les difficultés que vous risquez peut-être de rencontrer dans les établissements, puisque ce dernier point exige une concertation forte des équipes, puisque ce seront des évaluations collectives et non plus individuelles, comme les professeurs sont habitués à remplir un bulletin. Enfin, la possibilité aux enseignants de consulter les bilans périodiques des années passées, également les bilans de cycle. C'est quand même un des objectifs qu'on a vu. Les élèves et les familles, enfin, pourront consulter, sauvegarder et télécharger les différents bilans que nous venons de citer, donc les bilans périodiques, les bilans de cycle, et puis les différentes attestations officielles, telles que attestation sécurité routière, le futur B2I, je ne sais pas exactement quel est le nom qu'il portera, etc.
ce propos, vous savez que le 21 et 22 novembre aura lieu un séminaire sur le numérique ici, et qu'à cette occasion, Gilles Brown, inspecteur général, présentera les grandes lignes du référentiel du futur B2I. Enfin, je l'appelle encore B2I, même s'il n'existe plus tel quel. Le schéma est donc le suivant. Le chef d'établissement paramètre, et puis vous avez deux façons de renseigner ce livret scolaire, soit par saisie directe, soit à l'aide d'une application privée. On en dira quelques mots tout à l'heure. Le schéma sur l'ensemble de la scolarité est donc le suivant. Pour le premier degré, les bilans périodiques, le bilan de cycle, les attestations officielles qui existent déjà dès l'école, qui sont transmises et connues des établissements du second degré, et qui, certaines d'entre elles, continueront d'être consultables par les établissements suivants, c'est-à-dire les lycées. Alors, je ne sais pas quelles sont les parties exactement, quelles sont les parties qui seront à disposition des professeurs du lycée. Bon, comme je l'ai dit, les différentes versions de ce logiciel évoluent encore et on en apprendra encore tous les jours. Alors, le premier scénario, c'est celui qui consiste à utiliser et à saisir directement dans le livret scolaire unique. À mon avis, ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, après, c'est vous qui allez organiser ça. Les professeurs renseignent le livret, donc tout ce que nous venons de voir auparavant, les bilans, les appréciations, les positionnements et les évaluations de fin de cycle. Directement dans le livret, et voilà, et tout est transparent sous cette forme-là. Le scénario 2 est celui qui sera utilisé dans les établissements qui continuent d'utiliser une application privée, telles que Pronote, ou je vous dresserai la liste tout à l'heure des applications qui sont susceptibles d'être LSU compatibles. Alors, la méthode est alors la suivante. Les professeurs renseignent l'application. Les bilans périodiques sont édités également à partir de l'application privée d'édition des bulletins. Je dirais que sous cette forme-là, les enseignants ne verront même pas en quoi ressemble le LSU, sauf s'ils veulent consulter des bilans précédents. Le chef d'établissement aura alors l'obligation de vérifier la saisie en fin de cycle et surtout lorsqu'un élève quitte l'établissement. Bon. Davantage source à erreur et d'oubli et une difficulté supplémentaire pour le chef d'établissement qui doit vérifier avant de tout valider et verrouiller. Alors, très succinctement, alors ce n'est même pas la forme sur laquelle se présentera ce livret scolaire, parce que là j'ai gardé le format qui a été utilisé dans le livret scolaire unique papier qui a été distribué dès le mois de décembre 2015 par la DGESCO, qu'on a présenté lors des journées de formation. Donc vous avez ici un extrait de bilan périodique de classe de 5e, où dans la première colonne de gauche, vous avez la liste des différentes disciplines, les éléments qui sont travaillés au cours de la période, en troisième colonne, les remarques des enseignants, et la troisième, plutôt la quatrième partie, tout à fait à droite, qui concernera le positionnement, selon le positionnement utilisé dans l'établissement. Voilà. Se rajoutera une partie qui sera consacrée aux EPI et aux AP, où vous n'avez évidemment que des évaluations contextuelles et qui sont le résultat de l'équipe des enseignants qui ont participé à l'EPI, bien entendu.
et à l'AP, si c'est individuel ou collectif, enfin ça c'est au cas par cas. Une dernière ligne qui concerne les parcours éducatifs. Et en troisième partie, vous avez la partie qui permet de communiquer avec les familles, où vous avez une évaluation concernant également la vie scolaire, puisque vous avez des remarques données par le conseil de classe, mais également le relevé des absences de la période concernée. Et une partie, une zone qui permettra d'avoir une communication plus précise avec les familles. Ce que les élèves avaient la possibilité de faire via le livret individuel, mais là, nous pourrons garder des traces. Alors, quelles sont les obligations? De renseigner le livret scolaire unique, qui est une obligation. Dans le cas d'un changement d'établissement, à l'occasion du passage, ça revient au même, enfin c'est une conséquence de la première, donc du changement, du passage de l'école au collège, et également à la fin du cycle 4, donc lorsque l'élève quitte le collège. Donc ce sont les 3 moments où la saisie est obligatoire. Mais vous doutez bien que vous ne pouvez pas attendre ces derniers moments pour saisir ce livret, de peur d'oublier un certain nombre de conseil que l'on peut donner au chef d'établissement de le renseigner régulièrement. Dans le cas où l'établissement continue d'utiliser une application privée, bien entendu. Quelques mots sur la mise en œuvre. Assez rapide, et puis si vous avez des questions là un peu plus techniques, je laisserai la parole à la DIN et à la DSI. D'abord, quelques mots sur les livraisons des futures versions, avec toute la prudence qui s'impose. La version 2, en tout cas ça on est pratiquement sûr, elle arrivera très prochainement, début novembre. Voilà. Cette version 2 permettra, elle, d'éditer et de modifier tous les positionnements, parce que jusqu'à présent, les versions d'essai ne permettaient pas le positionnement sans note. Voilà, donc ça sera le cas pour la version de novembre. Et puis les transferts interacadémies seront également possibles. Version 3, attendue pour le mois de février, qui, elle, permettra d'attester les différents modules, d'importer ce qui a été saisi dans la partie premier degré du livret scolaire, et puis, bien entendu, de mise à jour, donc de corriger un certain nombre de coquilles qui subsistent. On attend une version 4 qui sera relativement complète évidemment avant les examens, donc avril-mai 2017, qui, elle, permettra des transferts vers des applications un peu plus complexes comme Cyclade et Affelnet, et bien entendu un certain nombre de mises à jour. C'est cette version 4-là qui sera vraiment nécessaire et indispensable pour l'évaluation du DNB 2017. Voilà, je suis extrêmement prudent dans le calendrier qui est indiqué ici. D'ailleurs, la version 3 a été annoncée pour la fin de l'année 2017. Je crois que c'est plus raisonnable de dire février. 16, pardon, c'est 16. Je crois que... Voilà. Alors, concrètement, il faut se connecter au portail Arena. Ça, vous le savez, les enseignants ne le savent peut-être pas encore. D'où la nécessité d'utiliser l'adresse professionnelle. Je ne sais pas si c'est... Enfin, si, je sais que ce n'est pas encore une pratique de l'ensemble des enseignants.
En tout cas, on a mis un certain nombre d'outils qui permettent de retrouver facilement ces identifiants et d'initialiser le mot de passe en cas d'oubli. La connexion étant faite, vous trouverez la liste des différentes applications qui sont disponibles derrière Arena, et c'est bien entendu le livret scolaire unique du CPLA 3e qui nous intéresse ce matin. Là, on rentre dans le livret scolaire, et les premières choses à faire, que vous aurez à faire, concernera les paramétrages. Donc, paramétrage de l'import. En sélectionnant ce paramétrage d'import, vous aurez plusieurs possibilités, soit d'importer à partir d'une application privée, soit à partir de Sconet Note, soit à partir d'une saisie manuelle. Vous reviendrez sur ce même écran pour paramétrer les périodes utilisées pour les bulletins intermédiaires. Vous paramétrez également les types de positionnement, avec note, sans note, avec moyenne de la classe ou sans, positionnement de A1, 4, etc. Ces paramétrages-là peuvent se faire de façon collective, hein, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de paramétrer le positionnement de chaque élève, ni de chaque classe, on peut le faire globalement. Hein. L'outil a été simplifié pour effectuer un certain nombre, pour effectuer toutes ces manipulations. La synchronisation, bien entendu, avec les différentes bases. Ça, c'est l'écran qui apparaît lorsque vous avez cliqué sur le paramétrage de l'import. Vous voyez qu'il y a pour le moment trois imports possibles. Hein, Sconet, un autre logiciel ou alors une saisie manuelle. Faire attention que lorsque l'on modifie le paramétrage, ce paramétrage-là, le paramétrage d'import, on supprime tout le reste. Hein. Si on modifie, voilà. Faire attention à ça. Hein. Donc, le paramètre une fois au début. La synchronisation. Et là, vous avez une copie d'écran de paramétrage des périodes. Alors, vous voyez que, en cliquant sur chacun de ces onglets, vous avez un stylo du côté droit, ce qui permet d'effectuer des modifications. En modifiant l'une de ces catégories, vous avez la possibilité de sélectionner les classes. Et donc, vous voyez que vous pouvez choisir une période semestrielle pour les 3e, par exemple, et trimestrielle pour les 4e. Enfin, tout est possible. Ou alors, personnaliser, comme je l'ai dit tout au début, on pourrait très bien imaginer des bulletins périodiques qui correspondent aux périodes du cycle scolaire en Polynésie. Les positionnements choisis, également là par classe. On pouvait très bien avoir la possibilité de garder les notes en 3e et 4e, de ne pas les utiliser en 6e et 5e. Enfin, tout est possible comme paramétrage. Là. Puis, une fois que ces différents paramétrages sont effectués, vous avez dans le premier onglet « Bilan », les saisies possibles, alors individuelles ou collectives. Et lorsque vous choisissez une saisie individuelle, vous avez évidemment la possibilité de consulter les bilans précédents. Voilà. Alors, je n'ai pas de capture d'écran pour chacune d'entre elles, puisque vous voyez très bien comment ça peut se présenter. Et puis, je vous ai montré les copies du livret papier précédemment. Donc, la saisie des éléments du programme qui sont travaillés, la saisie des acquis, la saisie collective des EPI, etc. pour l'AP, les parcours et les saisies collectives de vie scolaire. Sur le portail EduScol, vous trouverez tout un tas de ressources extrêmement précises sur les objectifs et sur les modalités d'utilisation de ce livret scolaire. Donc,
De toute façon, ce diaporama sera à disposition. Bon, je ne sais pas encore comment, on le mettra sur un site. Les liens sont interactifs, donc ce n'est pas la peine de recopier les adresses. De toute façon, vous les trouverez rapidement. Sur le pôle de Nancy, vous avez également un certain nombre d'informations d'utilisation de ce livret scolaire et vous avez également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le bac à sable. Alors, je ne vous donne pas l'adresse là maintenant parce qu'il est en cours de changement et nous avons de nouvelles chaînes avec de nouvelles modalités qui vont arriver dès la semaine prochaine puisque ce sera la version 2. Mais je crois qu'il est bon d'essayer de jouer un peu avec l'import, l'export, la saisie individuelle et collective avant de l'utiliser de façon définitive dans l'établissement. Vous avez également un certain nombre de fiches techniques par catégorie. Vous avez une fiche directeur d'école, une fiche chef d'établissement, une fiche professeur et une fiche professeur des écoles. Ces fiches se trouvent aux adresses indiquées, mais sur le site d'Eduscol, vous trouverez tout ce qui concerne le LSU. Alors, comme je l'ai dit, avant d'échanger et de répondre à certaines de vos questions, j'ai un peu anticipé en vous présentant les principales questions qui étaient posées lors de telles réunions en métropole. Ce n'est pas du tout le rôle du LSU. Le LSU, il établit les acquis et rien d'autre. Voilà. Ce n'est pas un outil facultatif. On a bien vu tout à l'heure qu'il y a une obligation du chef d'établissement de vérifier la saisie régulière de ce livret. Voilà. Ce qu'il est, ça a été présenté dans les diapos précédentes, donc je n'y reviens pas. Comment faire quand on utilise Sconet? Je ne sais pas si c'est utilisé ici, mais si c'est utilisé, vous avez vu que l'import de Sconet est possible dès le paramétrage initial. Alors, par contre, dans Sconet, vous n'avez pas la possibilité de renseigner les évaluations des élèves dans les travaux interdisciplinaires ni dans l'AP, donc il faudra aller dans LSU directement pour remplir ces évaluations-là. Voilà, concernant les données de vie scolaire, soit Sconet permettra de le faire ou non. Enfin, voilà, c'est en tout cas si vous voyez que l'import n'est pas effectué, il faudra les faire directement dans LSU. Voilà, mais je crois que Jean-Philippe a quelques informations complémentaires sur cette question-là. Comment faire quand on utilise un logiciel privé? De même. Alors, si le logiciel privé, de toute façon, il est fortement déconseillé d'utiliser un logiciel privé qui ne respecte pas le cahier des charges du livret scolaire unique, c'est évident, mais les imports en principe seront faits. Alors je ne sais, voilà, je crois que les éditeurs sont encore en cours de travaux parce qu'ils n'ont été destinataires du cahier des charges que très tardivement, parce que le livret scolaire a beaucoup évolué au courant de l'année 2015-2016 et il continue encore d'évoluer, puis vous voyez qu'il n'est même pas totalement terminé. Voilà. Par contre, oui, ça je le dirai dans une question ultérieure. Alors, en cas d'erreur, oui, lorsque l'on importe, les saisies, les données importées seront automatiquement verrouillées. Et si vous constatez qu'il y a une erreur, il faudra corriger dans l'application initiale avant de faire un nouvel import. Dans mon collège, on utilise Pronote et aussi Sacoche pour les compétences. Est-ce que je peux continuer à utiliser ces deux applications? Oui, bien sûr. Par contre, un import mixte est impossible. Donc, il faudra choisir. Voilà. Ou alors choisir l'une application pour les 6e, 5e et une autre pour les 4e, 3e, par exemple, mais en tout cas, vous ne pourrez pas utiliser Sacoche. Alors, je signale Sacoche parce que, bon, je ne suis pas un partisan de Sacoche, mais je sais qu'il est utilisé.
voici une liste indicative, d'ailleurs je pense qu'ils y sont quasiment tous, des éditeurs privés qui... Alors attendez, il n'y a pas encore de compatibilité avec chacun de leurs produits, mais en tout cas ce sont ceux qui ont demandé le cahier des charges à la DNE pour traduire pour construire leur application. Voilà, donc vous voyez que je pense que la plupart des applications que vous utilisez se trouvent là-dedans. Maintenant, il va falloir attendre leur sortie. Question qui est souvent, qui a été souvent posée. Souvenez-vous, dans les paramétrages précédents, j'avais insisté sur les paramétrages réalisés par le chef d'établissement, sur les périodicités, sur le positionnement. Le paramétrage sur les EPI, est-ce que c'est le chef d'établissement qui le fait ou les enseignants? Je n'ai pas de réponse à vous donner. L'application prévoit aux deux de le faire, donc c'est vous qui organisez ça dans votre établissement. C'est une décision qui peut être prise par le chef ou par le conseil pédagogique. Alors ça aussi, c'est une question qui est très très souvent posée parce que voilà, je pense que si vous allez rencontrer quelques difficultés, elles seront sûrement à ce niveau-là, dans les établissements, hein, une réticence de la part des professeurs qui vous répondront que c'est un temps supplémentaire de travail, comme on l'avait entendu l'an dernier dans l'amphithéâtre d'un collègue qui considérait que remplir un livret scolaire, que d'évaluer des élèves était une tâche administrative. Non, je crois que Florence Robine l'avait clairement répondu. Hein, voilà, c'est une tâche purement pédagogique et c'est quelque chose d'important. Alors effectivement, ça prend du temps. Faire bien les choses, ça prendra du temps. Sur quel temps de concertation? Écoutez, ça, c'est vous qui gérez ça dans l'établissement. Il n'y a pas de temps de concertation de prévu. Ce n'est pas tellement pour les évaluations individuelles, parce que ça, les enseignants sont habitués à remplir régulièrement les bulletins. C'est pour les évaluations collectives, et je pense tout particulièrement aux évaluations des EPI. Il y a quand même de plus en plus d'évaluations où on demande des regards croisés de plusieurs disciplines, et notamment lorsqu'il s'agira d'évaluer les attendus de fin de cycle, c'est-à-dire d'évaluer le socle, ça c'est évidemment une opération collective. Voilà, je vous remercie pour cela. Maintenant, je pense que vous avez encore un certain nombre de questions ou d'interrogations concernant l'utilisation de ce sur le chapitre DNB parce que c'est prévu, voilà, mon collègue va en parler, et puis il y aura quelques compléments sur le DNB Pro, évidemment, puisque les textes sur le DNB Pro sont tout frais. Donc, du coup, je vais faire quelques compléments d'information. La situation globale a bien été résumée par Eric. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le LSU, c'est bien d'abord, et ça a été confirmé par tout le monde, c'est bien d'abord une problématique pédagogique et d'évaluation. Et après, effectivement, on a un certain nombre d'outils qui vont être mis en œuvre pour pouvoir acter et saisir ces informations-là. Actuellement, on est dans une situation où le livret scolaire unique est déployé. Il n'est pas encore totalement opérationnel dans la complétude de ses fonctionnalités. Par contre, il existe, si vous allez vous connecter sur le portail, il est disponible, et il est disponible également pour les enseignants. Sauf que on est quand même dans une phase où il reste encore pas mal de fonctionnalités à déployer. Et en particulier, des fonctionnalités d'import et d'export avec les applications que vous utilisez de suivi des notes. Donc, on va faire 2 points importants. La première chose, c'est que pour ceux, et je ne sais pas s'il y en a qui les utilisent, pour ceux qui utilisent Sconet Note, siècle Note, sa durée de vie va être très courte. On va avoir une nouvelle application qui va le remplacer, application nationale, qui va être siècle évaluation.
Comme son nom l'indique, maintenant, donc, dans l'application nationale, on aura donc tous les outils qui permettront de faire le suivi en cohérence avec ce qui est demandé dans le LSU. Et donc, il y aura la possibilité d'importer dans le LSU la totalité de ce qui est demandé. Donc, dans l'immédiat, on sait que les équipes nationales travaillent dessus. Il n'y a pas eu de date encore officielle de déploiement, mais l'objectif est bien de déployer un outil le plus rapidement possible qui va venir combler ce que SiècleNote ne prend pas en charge actuellement. L'objectif, vous l'avez compris, c'est pas de se retrouver à devoir saisir dans plusieurs systèmes d'information pour les enseignants ou pour les personnels de direction des informations de manière redondante. L'objectif est que vous ayez une application, qu'elle soit publique ou privée, qui vous permette de disposer d'un outil, en tout cas au moins pour les enseignants, d'un outil qui soit cohérent et qui permette de tout faire. Donc, pour ceux qui utilisent SiècleNote, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas disponibles. Ça, c'est un peu mécanique. Et donc, on est dans la même situation que pour les sociétés privées. En fait, on va donc avoir une nouvelle application qui va permettre de travailler complètement. Le parallèle que je voulais faire, c'est que les éditeurs privés, c'est le même problème. Actuellement, vos éditeurs privés travaillent tous sur une validation. Donc, ils doivent répondre à un cahier des charges qui est très précis. En ce moment même, ils sont en train de déposer leur première copie pour faire valider le format. L'objectif est qu'évidemment, si vous utilisez par exemple Pronote, parce que j'ai pris comprendre que Pronote est beaucoup utilisé dans l'enseignement public ou à Plomb, l'objectif c'est bien évidemment que vous puissiez utiliser toujours ces logiciels-là pour pouvoir les importer. Alors, je sais que ces deux éditeurs sont des éditeurs majeurs et qu'ils ont fait beaucoup de travail là-dessus. Vous n'avez pas d'inquiétude particulière à avoir si vous les utilisez, parce qu'en fait, ils travaillent pour faire en sorte de mettre à disposition l'ensemble des fonctionnalités directement dans leur application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les enseignants, effectivement, et ce qu'Éric a déjà abordé, pour les enseignants, il n'y aura donc pas de grosses évolutions, sinon dans la façon d'évaluer. C'est pour ça que donc, je reviens, ce n'est pas vraiment un problème technique, même si actuellement vous n'avez peut-être pas tous les outils. La problématique actuelle, c'est plutôt de donner aux enseignants la possibilité de commencer à travailler sur l'évaluation de l'élève, à organiser son travail, parce que les outils arrivent. Alors c'est vrai que c'est comme les référentiels ont bougé jusqu'au mois d'avril 2016, les objectifs aussi. Du coup, la technique prend un petit peu plus de temps. Un certain nombre d'outils donc sont encore en cours de développement, mais ça va arriver au moment où ça sera indispensable. Donc là, la phase actuelle, c'est bien de commencer à former les équipes sur l'évaluation, à travailler sur ces aspects-là, et les outils vont arriver au fur et à mesure qu'il y aura les besoins, en fait. Puisque là, on n'est pas dans la phase où on va saisir de l'évaluation, on est plutôt dans la phase où on forme les enseignants, on forme les équipes à mettre en place cette évaluation, et une fois qu'on aura les données, comment faire pour la saisir. D'ici là, c'est évident que les outils seront disponibles. Actuellement, on peut de toute façon faire le travail à la main dans l'application LSU. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de systématiquement devoir se connecter à l'application LSU pour un enseignant pour compléter. Ce n'est pas forcément ça l'objectif. On pourra le faire, il faut que ça soit réalisable, mais ce n'est pas cet objectif-là. Pour les éditeurs privés, j'ai un complément d'information. A priori, il y a une distinction qu'il va y avoir entre les applications nationales et les applications privées. Les éditeurs privés ne devraient pas être en mesure de conserver l'historique d'une année N-1 à l'année N, ou N+1. Ça, c'est des questions qui ont été posées à la CNIL, etc. Le principe, c'est qu'ils doivent permettre de travailler sur l'année en cours. Donc un certain nombre de choses ne seront pas consultables. Ça va avoir des conséquences, ça voudra dire peut-être aussi que là pour de bon, l'outil LSU sera peut-être à nouveau indispensable. Alors ça, je vous dis ça avec des pincettes, parce que bon, c'est les informations que j'ai eues moi il y a 2 semaines au ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'il y a encore des tractations, des échanges, mais normalement, donc vous allez pouvoir utiliser les outils privés si vous les utilisez, mais vous aurez un certain nombre de fonctionnalités qui ne seront pas dedans, entre autres sur la partie historique. On nous a annoncé ça au niveau national, il y aura certaines fonctionnalités d'historique qui ne seront pas disponibles. Je vous dis ça avec des pincettes. Voilà. Ça sera à valider avec les éditeurs privés. Je sais qu'actuellement, les discussions sont en cours. C'est l'information que vous a donnée. Pour
pour le moment. Et en fait, le principe, c'est que la base de l'évaluation de l'élève ne doit pas être conservée dans le système d'information privé, mais doit être conservée dans le système d'évaluation public. Et que c'est bien cette base-là qui reste le cœur et la référence, et qui va vivre dans le temps de la scolarisation de l'élève. L'idée, c'est bien que de toute façon, ça ne reste pas dans le système d'information privé d'évaluation, et que ça parte dans le système d'information de l'éducation nationale, pour qu'on puisse assurer après la continuité et la vie de ces échanges. Après, vous aurez sans doute, de toute façon, j'imagine qu'en tout cas pour la partie évaluation des compétences, comme c'est sur plusieurs cycles, j'imagine qu'il va devoir y avoir quelque chose qui va permettre de travailler. Voilà. Mais il se peut qu'au changement de cycle ou ce genre de choses-là, vous n'ayez plus d'historique. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ne sera pas disponible dans les applications privées. Dans le même temps, et je vais aborder un autre point parce qu'on ne l'a pas abordé énormément, on a un module d'accès aux familles. Donc on n'en a pas tellement parlé. Les éditeurs privés, certains, proposent déjà des accès pour les familles. Donc ils travaillent également pour pouvoir proposer une consultation au LSU. Donc pour ceux qui utilisent des éditeurs privés, il y aura cet outil-là. Pour ceux qui ne les utilisent pas, ou s'ils utilisent, dont l'éditeur privé ne propose pas l'accès web de consultation aux familles, on a un outil qui va être mis en œuvre courant décembre. Donc, alors quand on annonce décembre, en général c'est pour dire qu'on reste dans l'année 2016, on va dire fin de 2016, début 2017. Moi je pense que plutôt on va avoir un outil qui sera opérationnel en tout début 2017, mais l'idée c'est qu'on aura un outil national qui va s'appuyer sur les téléservices. Alors le problème c'est que les téléservices ne sont pas déployés forcément dans tous les établissements de Polynésie française. Ça sous-entend que si vous n'avez pas d'application privée qui propose ce service-là, ça sous-entend que dans le courant de l'année, et ça c'est les services de la DIN, de la DG2E qui vont le piloter, vous aurez à déployer les téléservices. Alors l'application elle-même existe déjà, mais par contre ça sous-entend la création des accès pour les familles. Et ça c'est un travail un petit peu fastidieux, enfin, qui est à faire, y compris dans les éditeurs privés. Mais ça sera à faire pour faire en sorte que le livret soit consultable sur l'application nationale qui sera mise à disposition. Voilà donc pour les informations. C'est vrai qu'il faut comprendre que certains nombres d'outils techniques n'existent pas à l'heure actuelle. Et donc pour moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est de ne pas forcément essayer de commencer à aborder la problématique par la technique. Pourquoi? Parce que les outils changent. Je sais que j'ai une mise à jour là-dessus qui va arriver la semaine prochaine. Il y a des fonctionnalités qui vont être ajoutées. Pour moi, l'urgence, c'est plus le déploiement de ce qui est abordé ce matin, c'est plus le déploiement de comment mettre en place l'évaluation, la pédagogie, et après, dans un deuxième temps, je pense, faire un choix sur les outils qu'on va retenir. C'est pour un complément sur des établissements qui utiliseraient à la fois des solutions mixtes, en fait. On va pouvoir faire des sélections par classe. Même, donc ça va être très très fin. Mais bon, j'imagine qu'ici, si vous avez retenu une solution, vous devez l'avoir appliquée, j'imagine, pour tout l'établissement. Mais effectivement, si vous avez deux outils différents en fonction des niveaux, vous allez pouvoir le gérer très finement au niveau du LSU pour l'importation, en sélectionnant pour chaque classe quel est l'outil que vous allez utiliser. Est-ce que c'est ce qu'on a de note, est-ce que c'est un éditeur privé ou est-ce que c'est une saisie manuelle? Voilà. Il y a des petites évolutions en cours. Visiblement, on pourra changer en cours d'année de système. Je ne vous conseille pas de commencer en manuel et puis après d'intégrer depuis SCONET-Note ou depuis les éditeurs privés. J'aurais tendance à dire que ce qui risque de le mieux marcher, c'est d'abandonner une solution plutôt vers le manuel. Parce que j'imagine qu'il n'y aura pas de suppression d'informations. Si vous passez d'une saisie manuelle, et c'est pour ça que moi je vous conseille de peut-être pas vous jeter en tout cas sur l'outil immédiatement, si vous commencez avec une saisie manuelle sur des classes, et qu'après vous voulez faire une importation de Pronote ou Aplomb ou de SCONET-Note, vous risquez au passage de perdre des choses que vous aurez peut-être déjà fait. Donc moi je vous encourage vivement à attendre si vous... les nouvelles applications pour pouvoir faire le travail d'importation et de saisie. Voilà, hein, c'est pragmatique, mais oui. Bonjour, principal du collège EITIA. Le collège EITIA a fait le choix
et je pense aux collègues des îles des Australes, on est 3 établissements qui ont fait le choix d'utiliser SCONET, l'application SCONET, donc SCONET Notes, SCONET Absence, etc. Sauf que les problématiques que nous rencontrons en début de chaque année, c'est la mise à jour des enseignants. Puisqu'il faut savoir qu'il y a un décalage entre la rentrée scolaire en Polynésie et la rentrée scolaire en métropole, qui se fait début septembre. Donc bien souvent, nous sommes freinés par ces mises à jour. Et là, actuellement, le Collège Waitia, par exemple, connaît un problème de mise à jour entre le TRM et STS et SCONET Notes. J'ai des enseignants, enfin bon, les services sont informés. J'ai des enseignants qui sont partis de l'établissement et qui sont toujours dans ma base. Donc voilà, le problème n'est pas résolu depuis 3 semaines. Nous sommes à la veille des conseils de classe. Il y a des décalages qui ne sont pas résolus. Est-ce que les versions à venir vont pouvoir nous faciliter la chose ? Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de version. Là, moi, à mon niveau, je n'ai pas été sollicité sur cette difficulté-là. Je pense que c'est dommage, le collègue de la DG2E a dû s'absenter. Je sais que de toute façon, on a une difficulté majeure. On a encore des enseignants nouveaux arrivants qui ne sont pas encore intégrés dans les bases. Pour une raison simple, c'est que certaines académies ont envoyé leur dossier informatique à la 29e base à la DGRH. Et que malgré les relances à ces académies, certaines académies traînent la patte pour réémettre les fichiers et intégrer dans les bases. Donc ça, c'est une difficulté, c'est-à-dire que déjà, vous avez sans doute, j'imagine, de l'ordre de 20 à 25 enseignants, alors c'est premier et second degré, collège et lycée, qui ne sont pas dans les bases. Mais je ne pense pas que c'est la difficulté que vous rencontrez, parce que si vous avez encore des enseignants de l'année dernière qui sont encore dans vos systèmes d'information, c'est plus effectivement un problème d'échange entre STS, Siècle et Siècle Note. Est-ce que vous avez fait remonter ce problème-là à la DG2E, j'imagine ? Le problème a bien été remonté à la DG2E qui s'en est référé au service du vice-rectorat. L'Académie de Nancy a été aussi sollicitée, et a priori l'Académie de Toulouse aussi, parce qu'il y a, je crois, une partie qui est gérée par l'Académie de Toulouse. Mais il se trouve qu'on est à la veille des conseils de classe, et j'ai des enseignants qui ne peuvent pas rentrer leurs notes. Voilà. Et j'ai peur qu'avec la nouvelle version de Siècle Évaluation, on se trouve confronté à des problématiques de ce type. Je sais que la technique n'est pas prioritaire, mais là, en l'occurrence, chez nous, c'est une urgence. Là, c'est pas un problème tellement du LSU, mais c'est effectivement un problème de l'évaluation. En rentrant tout à l'heure, je vais vérifier quand même qu'effectivement, voir où c'est que ça en est. C'est vrai que vous pouvez être victime d'un problème national. On a des difficultés de ce type-là. Je vais quand même m'assurer de voir ce qui se passe, s'il y a un problème bloquant quelque part. Mais j'ai pas eu d'écho particulier. Je sais pas, vous êtes nombreux dans ce cas-là ? On est 3 établissements en Polynésie à utiliser cette application nationale. Donc les enseignants ont effectivement leur clé OTP. Ils n'ont pas accès à leur classe. Les nouveaux enseignants n'ont aucune classe affectée, par exemple. Alors que ma base STS est propre. Donc vous n'avez pas du tout accès à SCONET Notes ? Les anciens enseignants qui ont toutes les classes, par exemple, j'ai un enseignant de SVT, un enseignant de techno, ils ont toutes leurs classes, puisqu'ils enseignent sur tous les niveaux. Mais les autres enseignants, ils n'ont pas leur bonne classe, ils ne peuvent pas rentrer leurs notes. D'accord. Écoutez, je vais regarder ça en rentrant pour vérifier où ça en est. C'est ni rassurant ni inquiétant pour Siècle Évaluation. Je dirais que la migration va se faire. Ce qui est inquiétant là, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est lié au LSU, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la migration d'un certain nombre d'informations de STS et d'importation dans Siècle Note. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de traiter le plus rapidement possible. Je pense relancer les sites de diffusion pour voir si le problème technique est résolu. Leur rappeler l'urgence peut-être de trouver une solution technique. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions techniques ou pédagogiques, parce que... Christophe Tellier, principal adjoint au collège à Papara. Juste une question. Tout à l'heure, vous faisiez référence au fait qu'il fallait écraser si on remontait une information. Sur les applications privées, aujourd'hui, on a des sauvegardes qui existent et qui sont bien utiles au cas où. Je présume que cette application du LSU va prévoir des sauvegardes. Oui.
D'accord. Oui, mais revenir sur un seul établissement, les sauvegardes, ce sont des sauvegardes de l'application, de la base de données LSU en soi. D'accord, mais ça pas veut de sauvegarde dire d'établissement propre. Imaginons que... Non, vous n'êtes pas séparés chacun avec une base de données par établissement. Vous avez une base de données LSU académique, enfin, ici polynésienne, qui est sauvegardée toutes les nuits. Et si on devait revenir sur une sauvegarde, ce qu'on n'a jamais fait en plus de 10 ans, en fait, ça voudrait dire qu'on écraserait le travail des autres établissements. Donc, en fait, on essaye de trouver des solutions techniques qui permettent de corriger plutôt l'établissement sans avoir à toucher aux autres. Parce que sinon, évidemment, on va satisfaire une personne. Et je pense que tous vos autres collègues personnels de direction vont faire des bons dans leurs établissements en disant on a perdu le travail de la journée. Donc on évite au maximum de faire ça. Effectivement, sur les applications privées, vous avez une base d'établissement qui vous est propre et vous pouvez la sauvegarder relativement facilement. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas du tout le cas au niveau des applications nationales qui sont globalisées. Enfin, on a plein de bases de données, mais qui à chaque fois prennent tous les collèges ou tous les lycées ou l'ensemble. Voilà. Donc non. J'aurais tendance à dire de toute façon, pour les importations, si vous avez un logiciel privé, effectivement, faites les sauvegardes dans votre logiciel privé avant de faire l'export. Ça ne mange pas de pain et ça pourra être votre roue de secours, en tout cas au cas où il y aurait un problème au niveau de l'export. Par contre, pour l'intégration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, évitez de commencer à alimenter le LSU au niveau des données élèves de chaque classe. Ne faites pas travailler les enseignants directement en saisie manuelle pour basculer après en importation. Oui, non, mais le risque, il est là. C'est-à-dire que si vous faites une importation et que ça ne marche pas, c'est pas grave si vous n'avez pas de données. Par contre, si vous avez commencé à travailler dessus, alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire du paramétrage. Il y a quand même la partie paramétrage qui est à faire, en fin de compte, une grosse partie. Donc j'imagine que les importations des logiciels privés vont avoir comme conséquence surtout d'alimenter les informations sur les classes et les élèves. Par contre, un certain nombre de choix que vous aurez faits seront sans doute pas importés dans le paramétrage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de regarder la partie personnel de direction paramétrage et surtout d'attendre d'avoir vos versions de logiciels privés qui gèrent le LSU et de ne pas alimenter manuellement l'application si vous avez prévu d'importer depuis votre solution privée. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ce qu'on me disait Eric, là, pour moi, tous ceux qui vont démarrer très vite risquent d'avoir des soucis. Parce qu'en fait, tout n'est pas encore arrêté. Au jour où je vous parle, les éditeurs privés n'ont pas validé leur exportation. Le ministère de l'Éducation nationale corrige les bugs qui ont été rencontrés dans les académies, actuellement. Donc en fait, là, pour tous ceux qui vont commencer à travailler trop vite, ils risquent d'avoir d'essuyer les premières difficultés. Alors c'est toujours très intéressant d'avoir les premiers qui ont des problèmes, parce qu'on les fait remonter. Maintenant, c'est plus de l'expérimentation que si vous devez faire quelque chose, que de la saisie en masse en vous disant on verra bien ce qui arrivera plus tard. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donne qui est relativement pragmatique. Donc je vous conseille plutôt, à l'heure actuelle, de travailler sur la partie évaluation, plus que sur la partie technique. Oui, c'est plus une question informatique, c'est une question relative à l'édition papier du livret. On édite, on distribue, c'est peut-être pour l'inspection d'ailleurs, peut-être pas pour M. Péala. Obligation d'éditer papier? Il n'y a pas d'obligation. Maintenant, je pense que ce ne sera peut-être pas le cas pour les difficultés que vous avez rencontrées sur Tahiti. Par contre, dans certains archipels, je suppose que l'édition papier restera une nécessité. Mais il n'y a pas d'obligation. Les seules obligations, c'est de renseigner le LSU. Via LSU. Je pense que dans les endroits aussi où vous avez beaucoup de familles qui n'ont pas accès à l'Internet, soit parce qu'ils n'ont pas de fournisseurs, soit parce qu'ils sont... Vous n'entendez pas, hein? Mais si, on entend très bien, mais beaucoup de familles n'ont pas accès à Internet. Oui, c'est pour ça qu'il faut continuer alors dans ce cas-là à utiliser le format papier.
Vous pouvez utiliser l'impression à partir du logiciel privé, comme vous pouvez éditer à partir de LSU. Hein. L'idée, c'est bien de pouvoir panacher. Ce qui est prévu, c'est que les parents puissent télécharger après un certain nombre de choses directement. Effectivement, s'ils n'ont pas accès à Internet, ça peut être une difficulté. Il y a deux stratégies. La première stratégie, ça peut être de faire une édition papier sur demande, si la famille n'a pas d'accès. La deuxième stratégie, ça peut être également aussi de mettre en poste en accès libre dans l'établissement pour que les familles puissent consulter. Parce que de toute façon, de manière inévitable, on va avoir de plus en plus d'outils numériques. Alors c'est vrai que LSU, le livret scolaire unique numérique est devenu LSU, à juste titre, parce qu'il y avait une confusion entre le fait que ça soit uniquement du numérique. Bon, en fait, dans l'idée, c'est bien que c'est un livret scolaire unique qui est accessible depuis un ordinateur. Alors, ils n'ont pas fermé la porte, hein. La version papier, elle est encore là. Elle est encore là, disponible si on le souhaite. Maintenant, j'aurais tendance à dire que c'est le moment d'envisager pour les établissements qui n'ont pas mis de poste en accès libre aux familles, c'est le moment d'envisager peut-être de le faire. Parce que c'est que le début d'une longue série. Je ne vois pas, à terme, on devrait de moins en moins avoir du papier. Quand même. Oui. Ce sera parfait si on obtient les financements pour acheter ces postes. On est d'accord avec vous. Ouais. Juste pour... je pense aussi à mes collègues des îles. Hein. Est-ce que... il m'étonnerait fort que tout ça s'installe et fonctionne bien du premier coup. Est-ce qu'on pourrait avoir très rapidement, nous, chefs d'établissement, pour l'ensemble des établissements, un nom, un numéro de téléphone et une adresse mail d'un interlocuteur qui puisse être ressource en cas de problème? C'est une très bonne question. Frédéric qui est parti. Mais je dirais oui, c'est la DIN. C'est la DIN de la DG2E, votre assistante sur cet outil, comme sur tous les outils qui sont mis à disposition. La répartition de compétences qui a encore été signée la semaine dernière par en présence de la ministre de l'Éducation nationale est claire là-dessus. C'est bien les services du territoire qui assurent votre assistance et qui, après, en cas de difficulté, monte d'un cran vers le vice-rectorat. Donc c'est bien le service d'assistance qui assure actuellement l'assistance sur siècle, qui va faire également l'assistance sur le LSU. Vous avez bien dit que la base LSU est académique. Oui. Donc physiquement, les données sont stockées au vice-rectorat? Tout est stocké, 100% de ce que vous utilisez est stocké au vice-rectorat depuis toujours. D'accord. Donc si on a un souci, nous, quelconque, au niveau de l'établissement, on n'a pas du tout d'interlocuteur au vice-rectorat sur ce problème-là, parce que un collège isolé dans les îles, ça suppose quand même, pour que tout ça fonctionne, si la base est stockée au vice-rectorat, que ces tuyaux, que tous les tuyaux fonctionnent, que toutes les communications entre différents serveurs fonctionnent, soient opérationnelles, qu'on puisse effectuer la saisie depuis n'importe quel collège de Polynésie. On espère en temps réel, on espère. Vous voyez tout ce qu'on peut voir poindre comme souci possible. Je ne sais pas si on m'entend, oui. Je comprends votre problématique. Maintenant, la répartition a été faite et actée de manière officielle. Hein. Et les moyens d'assistance ont été positionnés physiquement, les personnels, du côté du territoire, sur ces opérations-là. Donc, sauf à ce qu'il y ait une évolution de répartition de compétences, mais ça m'étonnerait parce que ça a été signé il y a quelques journées ouvrées, c'est plutôt acté dans le temps. C'est bien toujours, il n'y a pas de changement avec le LSU. Le fait que ça soit hébergé chez nous, ce n'est pas une nouveauté d'un point de vue technique, puisqu'en fait, à part la base élève académique qui est hébergée au sein de la DIN, les autres applications nationales sont bien hébergées au vice-rectorat. Et on fait de la prestation de services auprès des services du territoire. Donc en fait, nous, on s'occupe de la mise en œuvre purement technique, installation de l'application, sauvegarde, maintenance. Et en fait, l'administration fonctionnelle académique est bien située au niveau de la DG2E, de la DIN. En fait, moi, au vice-rectorat, je ne suis pas en mesure de décider si tel ou tel établissement va faire une remontée Pronote, si elle va faire une montée Sconet Note. Je le suis de loin, d'une certaine manière, parce qu'on
voit passer certains problèmes après jusqu'à notre niveau, mais ce n'est pas à notre niveau que ça se fait, ni d'un point de vue administration de l'application, ni d'un point de vue assistance. Donc, du coup, à votre première question, est-ce que vous pouvez avoir un contact? J'imagine que vous l'avez déjà. Alors, j'imagine qu'il y a Arsène Le qui doit travailler sur ce sujet. C'est sans doute toujours les mêmes. Oui, justement, dans ce sens-là, effectivement, ça fait quelques années que j'utilise Connect depuis le collège Papara. Et effectivement, j'ai bien compris qu'il y avait des intermédiaires, enfin des interlocuteurs obligés dans la DIN, dans Arsène. Mais nous, sur le terrain, dans l'urgence, notamment en ce moment à ITIA, nous ne voyons que la résolution des problèmes se délayer dans le temps. Ça fait 3 semaines qu'on est sur ce problème qui ne se règle pas. Et là, j'ai des enseignants qui commencent à se poser la question s'ils vont pouvoir rentrer leurs notes, quoi. Donc, dans l'urgence, je comprends la question de Philippe et nous sommes concernés directement. Arsène est obligé de passer par vous. Ensuite, vous êtes obligé de passer par l'Académie de Nancy. Et donc, ça fait autant de temps de délayer et le problème n'est pas résolu. On est à la veille des vacances. Les enseignants ne peuvent pas rentrer leurs notes. Et je trouve ça vraiment pénalisant, handicapant. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, en rentrant, ce que je vous ai dit, je vais vérifier quand même qu'est-ce qui se passe au niveau de Nancy. S'il faut, je solliciterai le chef de centre de Nancy pour voir si effectivement le problème ne peut pas être accéléré, ou même le niveau national. Je comprends bien que vous percevez d'une certaine manière une éventuelle augmentation du temps d'assistance du fait que ça soit réparti sur 2 services. Dans les académies, quand il n'y a qu'une seule académie en métropole, c'est également fait comme ça. C'est au sein d'une même direction, d'accord, mais il y a le service d'assistance et il y a le service infrastructure. Et en fait, à part le fait qu'on soit localisé à 2 endroits différents, il n'y a pas de lenteur particulière entre nos 2 services. On se téléphone régulièrement, on travaille ensemble. Physiquement, on travaille sur les mêmes outils. Et donc, en fait, il n'y a pas de différence au niveau de l'assistance, au niveau académique. Par contre, vous ne pouvez pas avoir accès directement au site de Nancy, par exemple. Si vous avez un problème, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, ce site-là, il répond déjà à 30 académies, au service informatique de 30 académies. Il n'est pas envisageable qu'ils ouvrent une assistance aux 20 et quelques mille établissements scolaires de France. Ce n'est pas possible. Il y a forcément des échelons intermédiaires pour filtrer les demandes, parce que les demandes, il y en a beaucoup. Hein. Vous imaginez bien qu'au niveau national, on a des fois du mal à pousser nos demandes, parce qu'elles ne concernent que 1, 2, 3 établissements. Ben évidemment, si on a un problème à Versailles sur 200 établissements, c'est l'Académie de Versailles qui passe devant. On a cette difficulté-là de la taille, qui fait qu'ils priorisent par rapport aux urgences. Ce qui n'empêche pas, je vais quand même relancer, voir ce qui se passe s'il y a vraiment une difficulté particulière. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Là, le fait qu'il y ait des intermédiaires également en métropole. Lorsque j'étais dans l'Académie de Bordeaux, nous avions un CRIA qui était très réactif. On déposait le message, le problème sur un serveur, et dans l'heure, le problème était résolu. Et sur l'Académie de Bordeaux, c'était plus de 500 établissements. Là, ici, en Polynésie, je ne comprends pas que pour 3 établissements qui utilisent Connect, nous rencontrons autant de difficultés. Voilà. C'est vrai que le statut du pays est ainsi, hein, la Convention aussi édicte certaines choses, mais je trouve cela vraiment pénalisant dans les établissements de ne pas avoir d'interlocuteur direct qui pourrait intervenir de manière directe, immédiate. Écoutez, c'est enregistré. La DG2E n'est pas là, donc c'est un peu délicat pour moi de répondre à leur place. Hein. Je ne peux pas me substituer et faire difficile de répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le service d'assistance, il est chez eux. Je ne peux pas vous dire plus. S'il avait été là, il aurait pris la parole, je pense, et il vous aurait peut-être expliqué mieux ce qui se passe. Mais voilà. Alors, je peux pas prendre. Je peux pas parler pour eux. J'ai pas de. Moi, ce que je constate, c'est que l'assistance est positionnée chez eux avec des moyens pour le faire. Voilà. C'est peut-être ce que vous pouvez faire remonter, c'est cette difficulté-là. J'imagine, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait remonter à la DG2E. Voilà. Bon. J'aurais une question qui est un peu plus pédagogique et qui s'adresse aux inspecteurs. Dans les établissements, nous, on n'a pas tout à fait le même temps. Hein. On a des temps qui sont beaucoup plus courts. Et là, par exemple, on arrive à une première échéance qui est un bilan trimestriel qui va effectivement avoir lieu très rapidement, je pense, pour l'ensemble des collèges
juste après les vacances de novembre. Pour ce temps-là, on est déjà engagé dans la réforme, hein, puisque on a démarré la réforme dès la journée de rentrée. On a déjà travaillé donc avec nos équipes sur ces sujets-là, sur l'évaluation par compétences et sur ce que l'on doit comme communication aux familles. Et donc on a déjà travaillé à un nouveau maquettage aussi en termes de communication sur les bulletins, enfin les bilans périodiques, hein, plus exactement, de ce que l'on va communiquer là très prochainement. On a engagé nos équipes au sein des conseils pédagogiques ou des réunions de concertation avec les enseignants à rapidement lancer les évaluations par compétences. Et donc, on peut avoir un système hybride, notes et compétences. On se rend compte, tout à l'heure, Eric, tu disais que le programme était cyclé et soclé. En réalité, les enseignants nous font remonter en ce moment qu'on arrive à cette échéance, nous font remonter qu'ils ont des difficultés à mettre en relation ou en Ils se retrouvent à devoir choisir les compétences qu'ils vont évaluer par rapport à l'avancée ou la progression du programme dans lequel ils sont. Et ils ne trouvent pas toutes les réponses dans la partie socle du programme. Donc, qu'est-ce que j'évalue, en fait, et dans quel... À peu près, hein, c'est la question qu'ils se posent. Et se pose le problème aussi du travail d'équipe par rapport à cela. Hein, parce que les équipes ont pratiquement tous abordé, ont mis en place des progressions communes, notamment en mathématiques, parce que c'est une habitude ou une pratique. Mais au moment de l'évaluation des élèves, d'une manière générale, puisqu'ils sont normalement dans une progression commune, ils devraient arriver à peu près au même type d'évaluation. Et pourtant, on se retrouve avec une grande différenciation et des différences d'appréciation des compétences, notamment, d'un collègue à l'autre. Donc, c'est pas vraiment une question, mais c'est une sollicitation de la part des corps d'inspection. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler à une formation complémentaire sur ce sujet-là, disciplinaire ou pluridisciplinaire, avec les enseignants, parce que là, on constate dans les premières remontées, bon, nous, on travaille avec Pronote, hein, on a déjà mis en place des évaluations par compétences dans Pronote, mais on se rend compte qu'il y a une grande dispersion entre les collègues, quoi, dans l'utilisation. Et on a peur qu'au moment où on va devoir remonter l'ensemble des informations dans le logiciel LSU, là, on va avoir des difficultés. On risque d'avoir des difficultés. Parce que, bon, quand par exemple, un enseignant inscrit une évaluation de compétences, mais qui ne rentre pas complètement dans les domaines du socle, ça va être compliqué, parce qu'il a inventé, finalement. Il peut inventer ou personnaliser sa compétence, quoi. Hein, ça pose problème. C'était pas une question, tu as dit. Hein, donc oui, non. En fait, c'en est une vraie. Moi, je m'entends, mais je ne suis pas sûr que ça passe. Effectivement, on avait commencé un tout petit peu ce travail lors des journées J1, J2. Et c'est vrai que la lecture des programmes disciplinaires, la lecture du socle, et la lecture des compétences de chacune des disciplines à travailler au sein de la discipline exige une explication de texte à faire en équipe. Voilà, comme une telle demande m'est parvenue il y a
très peu de temps par un établissement et que nous nous sommes engagés l'an dernier, tous les IPR, à suivre et accompagner les établissements lors de la mise en œuvre de cette réforme. Moi, je ne peux que vous inviter à faire une demande de formation locale et puis nous gérerons ceci par établissement ou par groupe d'établissements, quoi. Il y a des collèges qui sont relativement voisins et on travaille avec les équipes sur cette thématique-là. Ce n'est pas quelque chose de simple. Alors maintenant, quelle que soit l'échelle et l'unité de notation utilisée, le type de positionnement utilisé, il y aura toujours des disparités d'observation. Je veux dire que l'évaluation est... Voilà, il y a deux humains, un qui observe et l'autre qui fait, quoi. Mais c'est un problème important, en tout cas de lecture des compétences à travailler au sein d'une discipline et à faire le lien avec les compétences à attendre en fin de cycle, c'est-à-dire le socle. Je ne peux pas rentrer, enfin je ne veux pas botter en touche, mais je ne peux pas répondre de façon plus précise que cela. C'est un travail à faire avec les équipes. Voilà, et puis, dernière question sur ce point-là. Il y a quand même une échéance assez rapide qui va arriver, c'est la fin de l'année scolaire. La validation du cycle 3 pour les élèves de 6e. Sur ce point-là, on est quand même assez mal parti. C'est pas simple, d'autant que, enfin, je sais pas pour mes collègues, mais moi, dans les premières réunions du conseil école-collège, vos collègues inspecteurs du premier degré bottent en touche sur cette question-là. Parce qu'ils nous disent, nous, jusqu'en juin 2016, nous étions sur les anciens cycles et les anciens socles. Donc vos élèves de 6e, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas au niveau de l'évaluation des compétences acquises, obtenues en cours, etc. C'est à vous de le faire et à vous de valider le socle en fin d'année de 6e avec ce que vous aurez pu faire en disposition transitoire pour une année, quoi. Voilà. Et on n'aura qu'un an pour le faire, donc il faut quand même espérer que l'outil sera complètement opérationnel en juin. C'est prévu. Ah, c'est prévu. Mais effectivement, ça c'est une difficulté, mais c'est ce que disait le vice-recteur en introduction. C'est à la fois obligatoire, nécessaire, indispensable, enfin, et en même temps, ça se met en œuvre forcément progressivement, même si vous êtes, vous, en première ligne dans les difficultés de mise en œuvre, évidemment, avec les équipes enseignantes, mais c'est quelque chose qui a été arrêté, on va dire que la règle du jeu a été arrêtée en avril, je crois, 2016. Il faut tenir compte, en fait, qu'effectivement, pour tout le monde, la difficulté, c'est une priorité nationale. Des moyens très importants ont été mis en place par la DGESCO, par les services informatiques nationaux, par les équipes pédagogiques, une mobilisation assez forte. Il n'empêche que le délai de mise en œuvre est très très court. Et qu'en fait, au final, évidemment, comme tout système, en bout de chaîne, vous vous retrouvez dans une situation où, ce que je vous disais, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir essayer de temporiser, je pense, dans une première partie de l'année scolaire. Il y a effectivement, et ça c'est mécanique, du coup un bourrelet qui va se créer de travail qui n'aura pas été fait dans les temps où ça aurait dû être fait. Mais c'est mécanique. Ça sous-entend qu'en fait, il ne faut pas que les équipes enseignantes tardent à commencer le travail d'évaluation, parce qu'en fait, il faut au moins qu'elles aient commencé ce travail-là, y compris si éventuellement l'outil ne permet pas de le stocker immédiatement. Bon, pour notre, visiblement, il commence à permettre à le faire. Pour pouvoir, à un moment donné, quand tout sera opérationnel, pouvoir alimenter. Le risque, c'est de faire une double attente, à la fois de l'évaluation, de la mise en œuvre pédagogique et à la fois l'attente technique, qui fait que là, vous allez vous retrouver dans une situation où ça sera ingérable. Voilà. Donc, en fait, il faut commencer tout ce qui est commençable. Et il faut le faire de manière très pragmatique. Moi, je vous conseille de faire certaines choses dans des délais un petit peu plus décalés, pour éviter de vous retrouver dans des situations complexes techniques, soit des pertes de données, soit... voilà, donc, et évident que ça ne répond pas à votre question, mais effectivement, la mise en œuvre de quelque chose où il y a des cycles qui sont sur 3 ans et que vous êtes arrivé à la dernière année du cycle, en 6e, c'est une question de fond. Après, je ne sais pas s'il n'y a pas le même problème en 3e sur le cycle suivant.
Je pense que c'est toutes les dernières années de validation de cycle qui posent un problème. Hein. Si il n'y a pas ces fameuses explications de texte sur les compétences, le lien entre le programme, les compétences, etc. Dixit les inspecteurs. Donc nous, on va attendre déjà ces explications de texte, et croyez-moi qu'ils en ont besoin. Après, on travaillera à l'évaluation. Et après, on verra si on peut faire... Je pense que monsieur le vice-recteur nous a dit qu'il fallait y aller progressivement. Donc on a bien entendu, et je pense qu'il est quand même sur le livret urgent d'attendre. C'est mécanique, hein, c'est mécanique, puisqu'en fait, à partir du moment où on ne livre pas tout... Alors, la livraison est quand même calée à une logique aussi. Hein. Alors, ils ont priorisé les opérations qui peuvent se faire dès le début de l'année. Le LSU existe, ça a quand même été un investissement assez lourd pour le mettre en œuvre. Il est bien évident que de toute façon, tout le monde est conscient que la nécessité de la disponibilité du LSU garni n'est pas immédiate. Voilà. Par contre, la nécessité que les équipes pédagogiques se mettent en œuvre, là oui, hein, on est bien d'accord que là, c'est l'enjeu, je pense, là, de ce trimestre. C'est bien de pouvoir s'assurer que tout le monde démarre ça. Et après, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas si... Sur les fins de cycle, alors qu'on commence, effectivement, on aurait pu envisager que ça commence en première année de cycle 3, en première année de cycle 4, et faire cohabiter tous les systèmes, mais ça n'a pas été retenu comme ça. Hein. La DGESCO voulait appliquer intégralement la réforme à tous les niveaux. Donc voilà, il y a forcément une période transitoire d'1-2 années. Hein. Oui. Au même titre que quand vous allez avoir des élèves qui vont arriver d'autres établissements, ils n'auront peut-être pas découpé le cycle de la même manière. Je sais pas, il y a des choses comme ça qui risquent d'être un petit peu plus complexes à gérer. Hein. On est, je pense, sur le... Technique. Dans communication avec la famille, je vois visa des parents, pris connaissance le, signature. C'est intéressant. Papier. Et édité par la DGESCO en décembre 2015. Ah. Ouais. Est-ce qu'à l'avenir, même s'il y a une prise de connaissance par le numérique, on pourra avoir une trace du passage des parents? Je pense qu'ils ont prévu un module pour s'assurer que la famille est allée consulter. Je pense que c'est prévu. Le module n'existe pas encore, donc c'est un peu la science-fiction hein, pour l'instant. Hein. Mais effectivement, je pense qu'il est prévu de s'assurer que la famille puisse se connecter. Dans le même esprit que les téléservices. Sur les téléservices, il y a des... Signature comme pour déclaration. Alors ça ne sera pas l'équivalent d'une signature, ça sera plus le fait que est-ce que la famille est allée consulter. Oui. La notion de voilà, c'est pas tellement le fait qu'elle ait une signature d'un point de vue légal, c'est plutôt le fait est-ce qu'elle s'est intéressée. Hop là. Est-ce qu'elle s'est intéressée en fait à la consultation du LSU. Hein, c'est plus ça l'idée. Oui, je pense qu'effectivement c'est une mesure qui est importante dans toute la réforme. Hein. Donc je vois pas comment ils ne pourraient pas outiller cette mesure-là. Le territoire, de mettre l'Internet le plus disponible possible pour des familles qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont absolument pas Internet. Je pense que là aussi, il faut peut-être prévoir, je veux dire, que le territoire développe des Internets pas chers et accessibles à toutes les familles. Parce que moi, ils ne viendront pas consulter l'ordinateur dans l'établissement, ils n'ont pas de voiture, ils ne se déplaceront pas. Donc je pense que ça, c'est des choses effectivement qu'il faudra peut-être développer aussi pour développer le numérique. Alors là, bon, on a de la chance. Alors, rien, c'est une remarque. Les collègues seulement. des îles qui le regarderont en différé vont peut-être faire des bons, mais... non, mais il n'y a pas à faire des bons. Il y a des endroits sur Tahiti qui sont exactement comme les îles. Oui. Je me permets de le rappeler. Oui, mais on a quand même, il faut constater un taux d'équipement de la population qui est relativement élevé. Quand je dis relativement, on se rapproche de la métropole. Je pense très honnêtement, si j'ai 10% de ma population qui a Internet, je serai contente. Écoutez, c'est pas les chiffres de l'OPT, mais voilà. Non, les derniers recensements sont très importants sur l'île de Tahiti. Hein. Donc, alors, soit vous n'avez pas de chance, si vous avez vraiment un établissement avec très très peu, c'est la niche, mais global. Bon, enfin.
Ce que j'entends, c'est parce que je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ce que j'entends, c'est effectivement une nécessité d'avoir un accès à Internet plus important. Le discours politique actuel, c'est bien de développer l'Internet pour toute la population polynésienne. Donc voilà. Là, on est un peu délicat de répondre à ce type de questions-là parce qu'effectivement, voilà, sinon on remarque. D'accord. Dans les archipels et dans les îles notamment, la connexion à Internet est déjà un problème à régler, puisqu'il n'y a pas toujours la connexion à Internet. Notamment Ariatea, j'ai un exemple où la connexion à 512 kg pour tout le collège pose vraiment problème, notamment pour répondre ne serait-ce qu'à des mails. Donc il y a un problème pas seulement dans l'équipement des familles, mais déjà dans la connexion de l'établissement. Oui, clairement, là, actuellement, où il y a un décalage important entre les débits de connexion de l'établissement et en fait, qu'il serait nécessaire de disposer pour pouvoir fonctionner. Vous avez un accès qui est un accès utilisateur. Hein. En fait, vous avez le même accès que chez moi, mais pour tout un établissement scolaire. Je pense que ça a été pris en compte à plusieurs reprises. Hein. Le président de la Polynésie, encore la semaine dernière, dans son discours samedi soir, a dit que c'était une priorité, pousse un dossier de câblage des îles avec fibre optique. Il faut tenir compte de la difficulté de l'isolement de la Polynésie, de la dispersion, et du coût du service par nombre d'usagers. Et en fait, la difficulté, c'est qu'en fait, on est très peu de personnes sur un territoire gigantesque. Et que donc, les coûts d'infrastructure pour faire bénéficier d'un service très haut débit, en sachant qu'on veut mettre en place un système un peu équitable, ou en fait, pas pénaliser trop les gens qui sont très isolés, fait que ça rend cher la connexion sur Tahiti, par exemple, alors que ça pourrait paraître paradoxal, et qu'en fait, au final, faire monter tout le système a un coût qui est colossal. Donc, c'est une volonté politique. Au problème de connexion pour renseigner les applications qui doivent être renseignées par les établissements scolaires. Sachant que ces applications-là, alors que je ne parle pas pour les éditeurs privés parce que vous avez des fois ou pas la possibilité de le faire, mais en général oui. L'idée c'est que ce n'est pas une obligation, je dis avec des pincettes, mais en fait les enseignants ne sont pas tous obligés de venir saisir l'ensemble de leur évaluation au sein de l'établissement. Donc le principe, c'est bien que les outils soient disponibles de partout. Et les applications nationales, pour la partie enseignante en tout cas, elles sont disponibles depuis n'importe quel accès. Et en fait, je pense que le constat qui va être fait par les équipes enseignantes, quand c'est de l'accès direct aux applications web, c'est qu'ils seront sans doute plus confortables depuis un accès chez eux s'ils en ont un. S'ils en ont un. Sinon, évidemment, ils seront mieux à l'établissement. mais voilà, donc l'idée, c'est ça. C'est pas forcément de tout mettre sur le... Oui, je m'arrête. C'est pas forcément de tout baser sur la connexion de l'établissement. On le sait, c'est un point critique actuellement. C'est un constat. Voilà. Donc... Voilà, on va arrêter les questions concernant le LSU et puis les connexions Internet. Je propose de passer au deuxième sujet de la matinée, à savoir le DNB.